Elle permet d'offrir des solutions pour générer du contenu, prédire les ventes et également optimiser les stratégies publicitaires. L'intelligence artificielle n'est plus à présenter dans ce monde virtuel en pleine évolution. Et ce midi, dans Coaching numérique, nous focalisons nos discussions sur les opportunités, mais également les défis et les responsabilités face à cette évolution technologique. Dans nos champs, les femmes ont besoin de sécurité, une sécurité humaine, mais aussi vis-à-vis des reptiles. On vous propose alors quelques plantes anti-reptiles pour sécuriser vos fermes et pourquoi pas vos maisons. Et pour clôturer, le débat s'intéresse aux familles recomposées entre avantages et risques. Bonjour à toutes et à tous. Nouvelle semaine, contente je suis de vous retrouver encore par ici sur le rendez-vous de midi. On installe ma première rubrique Coaching numérique. L'intelligence artificielle, un équilibre entre opportunités, défis et responsabilités. C'est notre thématique dans Coaching numérique de ce midi. On en discute avec Florian Siaken. Il est ingénieur statistique et économiste, mais aussi membre de la Fondation Ratel pour une intelligence artificielle responsable et efficiente. Merci d'être présent sur ce plateau avec nous. Bonjour. Monsieur Siaken. Bonjour madame. Comment vous allez? Ça va très bien madame. Ça va très bien. Alors ma première question, un petit rappel sur ce qu'on doit concrètement retenir quand on parle d'intelligence artificielle au-delà des définitions classiques, on va dire. Oh, d'accord, bien madame. Au-delà des définitions classiques, la définition que je peux donner pour l'intelligence artificielle sera référée en fait à la définition que nous retenons au sein de la Fondation Ratel pour une intelligence artificielle intelligente et efficace, responsable et efficiente en fait. Et là, cela me permet donc de dire que, ou bien de définir l'intelligence artificielle comme étant l'ensemble des techniques, des théories et des pratiques permettant de faire exécuter par une machine un ensemble de tâches qui nécessitent généralement de l'intelligence humaine en fait. Et quand on a dit cela, on pourrait ajouter que ça implique des domaines tels que l'apprentissage automatique, ce que l'on appelle communément le machine learning, la vision par ordinateur ou encore le traitement automatique du langage naturel. En termes, on va dire terre à terre, sans langage technique, qu'est-ce qu'on peut retenir quand on parle de l'intelligence artificielle, tout simplement? On peut retenir que l'intelligence artificielle, c'est donc simplement une théorie ou bien toute pratique qui permet de faire apprendre à la machine sans qu'elle soit explicitement programmée. D'accord, tout simplement. Ouais. Alors, quelles sont les opportunités qu'offre aujourd'hui l'intelligence artificielle et ce, dans les différents domaines? Ah, très bien, c'est une question intéressante. Oui, en termes d'opportunités qu'offre l'intelligence artificielle par domaine, je pense que je serai concrète en allant avec des domaines et des applications concrètes en fait. Donc, le premier domaine avec lequel je peux illustrer cela, c'est particulièrement le domaine du marketing. Parce qu'en Afrique, c'est un domaine vraiment porteur. Et dans le marketing, avec l'intelligence artificielle, on peut déjà faire normalement la segmentation du marché en fait. L'idée, c'est de faire quoi? C'est de partir d'une vaste partie de données sur le comportement des clients pour pouvoir segmenter le marché et donc cibler les campagnes publicitaires individualisées en fait. Et vous convenez avec moi que si cela est fait de façon efficace, ça permettrait d'optimiser les stratégies de marketing en fait. Et si je veux davantage être concret, je pourrais prendre l'exemple par exemple des compagnies de télécommunications des opérateurs GSM. Oui, des opérateurs GSM. Et si je reste par exemple dans le cas du Bénin et je prends par exemple Move à tout hasard, non, on n'appelle pas de nom je dirais réseau. Par exemple que un opérateur GSM. Les offres en fait que cet opérateur ou bien l'opérateur que nous utilisons peut-être ensemble, les offres qu'il me fera ne seront pas forcément les mêmes offres qu'il vous ferait, cela dépendamment de nos profils de consommation simplement en fait. Donc si je dois toujours
toujours rester en termes d'opportunités que l'intelligence artificielle offre, cette fois-ci en me tournant vers le domaine du traitement automatique du langage naturel. Déjà, je pourrais parler de ce que tout le monde connaît, la traduction automatique en réalité. Cela, c'est simplement de faire que l'intelligence artificielle traduise en réalité de façon instantanée le texte en fait d'une langue vers une autre. Et vous verrez certainement une application concrète de ce qu'est le traitement ou bien la traduction automatique lors du hackathon sur l'intelligence artificielle que la CIN organise avec certains de ses collaborateurs. Qui s'intéressent beaucoup plus aux langues. Exactement, ça s'intéresse aux langues et je pense que dans la description, il y a que les équipes participantes ont la possibilité de soumettre une application qui permet de traduire ou bien de sous-titrer des films en langue française ou anglaise dans les langues béninoises en réalité. Est-ce que ça se fait déjà? Oui, ça se fait déjà. Okay. Normalement, si pour apprendre souvent, par exemple, l'anglais, si quand d'autres personnes vont sur Netflix, ils regardent un peu des films sous-titrés dans la mesure où les acteurs ou bien les intervenants essayent de parler dans leur propre langue, notamment l'anglais, et pour comprendre, celui qui est en train de suivre va, au lieu de chercher forcément à comprendre, lire ce qui est là. Oui, mais je demandais, est-ce que ça se fait déjà dans nos langues locales, au Bénin, en Afrique? Oui, en Afrique, je dirais que ça se fait, mais ce n'est pas encore tellement développé en fait. Et je pense qu'il y a des chercheurs qui s'y sont penchés vraiment. Okay. Donc, ça se fait. Et si je reste toujours dans le cas du traitement automatique du langage naturel, on peut avoir l'analyse des sentiments, en fait. C'est vrai qu'on pouvait l'évoquer quand on a parlé du cas de marketing. Et justement, quand on va parler de l'analyse des sentiments, c'est simplement de dire, en fait, que à partir de l'intelligence artificielle, on va essayer de prendre un ensemble de textes qui incluent souvent les émotions et les opinions de leur auteur, en fait, et de faire une analyse pour pouvoir sortir leurs sentiments en termes d'appréciation ou bien de dépréciation en fait face à une situation ou bien face à un produit qu'ils ont consommé. Et cela est plus utilisé quand on va parler des structures qui offrent des services en ligne en fait, parce que souvent quand on utilise souvent des services en ligne, c'est que il y a sur la page web des structures qui ouvrent ces services-là une possibilité pour les auteurs de partager ou bien pour les clients de partager leur expérience client en fait. Et de leur côté, les entreprises peuvent récupérer ces données-là et faire une analyse pour pouvoir savoir si vraiment leur produit est toujours apprécié et sinon mener des actions stratégiques pour essayer de remédier en fonction de ce que l'analyse va essayer de faire ressortir en fait. Et donc toujours en termes d'opportunités, si je ne veux pas être davantage long, je dirais en fait que peu importe le domaine, que ce soit le domaine de l'éducation, le domaine de la santé, de la robotique, du transport et j'en passe, je dirais simplement que l'intelligence artificielle regorge d'énormes opportunités qui restent indiscutables en fait. Voilà, et on sait, on en parle, on en parlera toujours en matière d'opportunités dans le domaine du numérique, il y en a assez, mais à côté il y a également les défis, n'est-ce pas? Oui, exactement. Mais quels sont ces défis-là à relever justement? Oui, quand on va parler des défis à relever, si on ne veut pas être trop technique, je dirais déjà, toujours en cherchant à être concret, comme je l'ai fait pour la première question, qu'il y a un défi de transparence et d'explicabilité en fait. Je vais essayer de m'expliquer en fait. C'est que beaucoup d'algorithmes ou bien beaucoup de systèmes d'intelligence artificielle fonctionnent comme des boîtes noires en fait, c'est-à-dire c'est un ensemble de mécanismes dont le fonctionnement n'est toujours pas facile à expliquer en fait, et cela va soulever normalement le problème de la capacité à expliquer les décisions que ces systèmes-là rendent en réalité. Donc si imaginez-vous par exemple que vous utilisez sûrement qu'un système d'intelligence artificielle est utilisé pour pouvoir faire peut-être des recommandations de vidéos sur une plateforme de streaming vidéo à des utilisateurs en fait en fonction de leurs préférences. Supposons que vous soyez un utilisateur lambda et à un instant T vous recevez une notification ou bien une recommandation d'une vidéo qui ne sied pas normalement à vos habitudes de consommation en termes de vidéos regardées en fait.
Vous serez sûrement surprise, mais vous ne saurez pas pourquoi l'algorithme de recommandation vous a proposé cette vidéo, en fait. Donc, c'est davantage compliqué en termes d'explicabilité des décisions que l'algorithme rend en réalité. Et si on reste toujours dans ce pan de défi-là, nous avons aussi normalement un défi de protection de la vie privée. Cela va, on constate cela à partir de quoi? Normalement, quand la plupart des systèmes d'intelligence artificielle utilisent souvent beaucoup de données personnelles, en fait. Oui. Et cela soulève déjà des préoccupations concernant la confidentialité et la sécurité des données personnelles. Et si on veut illustrer cela concrètement, on veut prendre déjà l'exemple des, comment on va dire ça, des systèmes vocaux, en fait, un peu comme Google, l'assistant vocal de Google ou bien l'assistant vocal de Amazon, en fait. Ce sont des assistants qui ont été conçus premièrement pour répondre aux demandes vocales des utilisateurs. Mais comme nous sommes des utilisateurs, nous ne savons pas toujours à quel moment ou bien comment les données sont collectées, comment nos données sont analysées et comment elles sont partagées à travers des systèmes d'IA. Ce qui fait que à tout moment, même lorsque la commande n'est pas passée, quand je dis lorsque la commande n'est pas passée, lorsque nous n'avons pas activé notre assistant vocal, il peut toujours normalement essayer d'enregistrer ce que nous disons et ce que nous faisons, en fait, pour pouvoir normalement, par exemple, porter atteinte à notre personnalité ou bien nos secrets, en fait. Donc, comment cela se fait? Je peux toujours illustrer cela par un exemple. Je pense quand même que il y a un moment, quand on restait à la maison, en fait, il y avait souvent, j'étais avec un compatriote, il arrivait en fait qu'il reçoive des notes vocales venant de Google. Lui, il ne comprenait pas, en fait, il s'interrogeait et il disait: ils sont en train de m'espionner, en fait. C'est simplement pour dire, en fait, que l'assistant vocal, bien même que son rôle soit destiné simplement à intervenir juste quand on lui a passé une commande, ça peut aussi intervenir même lorsqu'il n'est pas activé. Sollicité même du lorsqu'il n'est pas sollicité en réalité. Et cela porte vraiment atteinte à la vie privée. Mais qu'est-ce qu'il faut faire justement aujourd'hui pour changer un peu la donne? Oui, bon, ce qu'il faut faire pour changer la donne, je dirais d'abord, peut-être ce qu'il faut faire pour changer la donne, je vais intervenir sur 2 points. La première des choses à faire, sûrement, ce sera la réglementation. C'est simplement que les États doivent essayer de mettre en place un cadre éthique qui permet de définir des normes qui régissent normalement l'utilisation de l'intelligence artificielle, mais de façon responsable et efficiente, en fait. Et le deuxième point qui va sûrement être le résumé de tout ce que je pourrais dire en termes de comment est-ce qu'on peut faire face à ces difficultés-là, c'est simplement que l'on doit essayer de mettre en place et de promouvoir normalement des structures qui travaillent sur l'audit des systèmes d'intelligence artificielle, en fait. Maintenant, ces structures d'audit-là, normalement, doivent être en mesure d'adresser toutes les problématiques que posent normalement ces technologies-là en réalité. D'accord, merci Florian Siaken. Il y a assez à dire quand on parle de l'intelligence artificielle, des défis et des opportunités. Malheureusement, on n'a pas assez de temps pour en parler aujourd'hui. On pourrait revenir là-dessus le lundi prochain, pourquoi pas. Je rappelle que vous êtes ingénieur statistique et économiste et surtout membre de la Fondation Ratel pour une intelligence artificielle responsable et efficiente. Bon retour à vous et mes salutations à Monsieur Ratel Roudi. Ouais, d'accord. À très vite par ici. Le rendez-vous de midi se poursuit, chers amis téléspectateurs. On installe à présent Talagwe Valais Wansou pour parler de l'agriculture moderne et rentable dans sa pousse. Ce midi, ça pousse des plantes anti-reptiles sur les fermes et dans nos maisons. Bien sûr, avec notre expert en agriculture rentable, Talagwe Valais Wansou, bonjour. Bonjour Rebecca, bonjour amis téléspectateurs et téléspectatrices. Alors, les plantes anti-reptiles, on en parle? Alors, les plantes anti-reptiles sont des plantes naturellement qu'on a autour de nous, mais on ne sait pas leur efficacité, leur rôle. Parfois, on en a à la maison, mais on ne sait pas le rôle que ça joue. Et à ce midi, je vais parler des citronnelles.
qui sont les plantes qui font partie des plantes anti-reptiles. C'est de ça que je veux parler en fait. Wow. Donc, ce qu'on appelle Thima, citronnelle, nous en avons plusieurs espèces. Ok, d'accord. Et je vais parler très bas, terre à terre. Je vais parler de la citronnelle mâle et de la citronnelle femelle. La citronnelle femelle, considérez celle-ci comme la citronnelle que vous avez à la maison de façon conventionnelle, celle que vous utilisez pour faire, pour faire les tisanes, pour guérir du paludisme et tout, parce que son arôme et son essence permet de... Voilà. Il y a la citronnelle mâle qui a une odeur plus foncée que la citronnelle femelle. La citronnelle femelle, quand vous touchez, vous avez une sensation de lame, n'est-ce pas? Oui. N'est-ce pas? Oui. Et faites cette sensation de lame fois 10 dans le cas de la citronnelle mâle. J'imagine on ne peut pas toucher. On peut toucher, mais ces feuilles sont tranchantes comme lame à rasoir. D'accord. C'est pas dangereux pour les humains, mais c'est dangereux pour les reptiles. Et donc ces feuilles, physiquement, entravent l'intrusion des reptiles, parce que ce qui est dangereux pour les serpents, par exemple, c'est la blessure. Peu importe la gravité de la blessure, celle-ci peut être facilement fatale pour un reptile. Ils ont une peau très sensible. Ils ont un système très sensible. D'accord. Voilà. Et le rôle de la citronnelle vient ici, par son odeur, repousser les reptiles. Déjà par son odeur qui est très forte, qui est assimilable au, comme on appelle, les sprayeurs qu'on achète dans le commerce pour chasser les moustiques ou bien les criquets dans les fermes. Et sa lame tranchante qui peut dissuader le reptile de pénétrer votre espace privé ou bien votre ferme. D'accord. Et comment ça se fait? Il suffit juste de planter un mélange de la citronnelle mâle qui sera ici à 70%. Et un mélange mélangé avec la citronnelle femelle qui va être représenté ici à 80%. Et vous le faites en raie. Au lieu de faire une raie de fleurs naturelles, je viens de construire ma maison, je mets une raie de citronnelle tout autour de ma parcelle. D'accord. Et là, les gens vont croire que, c'est pour faire chichi ou bien c'est pour faire le beau. Non, c'est pour dissuader les serpents, même les magouillards, de pénétrer votre périmètre. Et même les moustiques? Même les moustiques. Ça parce que... Même les moustiques, parce que, vous savez, la citronnelle mâle a une odeur qui repousse les moustiques. Nous, on appelle ça dans notre jargon une activité insectifuge. Et ça peut même tuer. Si de tuer, ça peut même jouer un rôle insecticide. Parce que quand on prend les feuilles de citronnelle mâle, on les pile dans le taux qu'on appelle le mortier. On prend 1 kg de feuilles de citronnelle mâle, on pile dans le mortier. On va ajouter 1 litre d'eau, plus 100 grammes de savon noir. On met dans un appareil spécialisé, vous aspergez votre maison, vous n'aurez plus de moustiques. Même si vous êtes à Agla, vous n'aurez pas de moustiques. Attention, ici, ça ne veut pas de dire que il y a beaucoup de moustiques à Agla, mais il y a plus d'eau quand il pleut à Agla. Merci de rectifier donc. Oui, toi, tu viens à Agla. Non, on y va. Donc, chers amis téléspectateurs, c'est pour vous dire que la nature nous a tout donné, mais nous sommes vraiment ignorants. Et ça, je viens partager avec vous parce que je l'ai expérimenté. Depuis que moi, j'ai utilisé des citronnelles mâles autour de ma poivrière, je n'ai plus des cobras ou bien des vipères qu'on trouve comme ça. Parce que quand on est en milieu rural, nos amis les plus proches, ce sont les rats et les serpents. D'accord. Et même les moustiques. Les moustiques également. Merci, Taragbe Valère Ronsou. Donc, ce midi, on retient que la citronnelle mâle, c'est bien ça, peut nous aider à sécuriser les fermes et même les maisons contre les reptiles et même les moustiques. C'est bien ça. Et c'est gratuit. N'allez pas acheter ça quelque part. Vous pouvez demander à votre jardinier s'il connaît la citronnelle mâle. S'il ne connaît pas, demandez à vos parents au village. Il y en a beaucoup dans les villages. Donc, c'est gratuit. Ça se multiplie par touffe. Vous divisez un à un seulement. Vous mettez à tous les 10 cm tout autour de votre maison. Et d'ici 1 mois et demi, vous serez propriétaire de citronnelle mâle. Et on rappelle que la citronnelle mâle, les feuilles sont assez tranchantes. Voilà. Bon, pas dangereux pour les bébés. Pas dangereux pour les... bébés, les enfants, non. Pour les humains, non. Mais c'est vraiment tranchant pour les reptiles. Pour les reptiles. Merci Taragbe Valère Ronsou pour ces précisions. Je rappelle que vous êtes expert en agriculture rentable et avec vous, on parlait des plantes anti-reptiles sur les fermes et dans les maisons. Bel après-midi, Taragbe Valère Ronsou. Merci de m'avoir parlé du débat. Oui, je sais que tu n'aimes pas trop ça. On installe à présent mes invités pour le débat.
Un parent divorcé ou séparé sera plus ou moins marqué par un sentiment d'échec, d'abandon ou de trahison et surtout une certaine culpabilité, quel que soit le contexte de la séparation. Culpabilité, entre autres, de ne pas avoir réussi sa famille initiale et d'avoir quelque part engendré une souffrance chez les enfants. Mais alors, comment en arriver à entamer une nouvelle relation et à la concrétiser par les liens sacrés du mariage à nouveau? Famille recomposée, avantages ou dangers pour le foyer? On en discute ce midi avec Simplice Dossou, écrivain. Simplice, bonjour. Bonjour Madame Rebecca. Comment vous allez? Je vais très bien. D'accord. Leslie Messila, entrepreneur. Leslie, bonjour. Bonjour Rebecca. Mirabel Moussoukoula, écrivaine et entrepreneur. Mirabel, bonjour. Et André Aliromou qui rejoint l'aventure, j'ai envie de dire, il est psychologue. Monsieur Aliromou, bonjour. Bonjour Rebecca. Merci, chers amis, pour la présence sur le plateau. Alors oui, la thématique aborde la question des familles recomposées. Mais avant d'en arriver à être une famille recomposée, c'est qu'on a été une mère célibataire ou un père célibataire avec enfant, n'est-ce pas? Et du coup, je souhaite qu'on commence le débat par le phénomène des mères célibataires et des pères célibataires avec enfants. Et je notifierai que si éventuellement on n'avait pas le temps de mieux argumenter et d'aborder tous les pans du sujet, on va y revenir donc le lundi prochain. J'ai hâte que la semaine s'enchaîne. Alors, ma première question est adressée à Monsieur Dossou. Pourquoi on remarque aujourd'hui le phénomène de mère célibataire? Pourquoi ce phénomène aujourd'hui prend de l'ampleur? Merci beaucoup Madame Rebecca. Et vous savez, le siècle actuel, le siècle présent, le monde dans lequel nous sommes actuellement, il y a beaucoup de faits qui s'observent. Et parmi ces faits, nous constatons de façon grandiose des mères célibataires et sans enfants, et des mères qui, de par le passé, par leur passé, ont connu des situations qui les obligent à vivre seules, en solo avec leurs enfants. Et quand on pose ces questions, certaines femmes dans ces situations difficilement arrivent à s'exprimer compte tenu de la douleur qu'elles ont ressentie, compte tenu des faits qui les ont poussées à vivre la situation. Vous voyez? Et donc c'est un fait, c'est une remarque pertinente, éventuellement qu'on constate effectivement qu'il y a beaucoup de mères qui sont sous toit mères et qui demeurent en réalité des mères célibataires avec enfants. Vous voyez, et si nous allons décrypter tous les cas, je crois que les cas font légion, où quand on entend des situations même, et celui qui entend arrive à couler l'âme, parce que c'est des faits, des cas de force majeure parfois qui viennent et qui font que ces mères décident de rester comme ça dans le foyer sans avoir à côté un homme, et elles se contentent de leurs enfants. Des cas par exemple, tu as aimé l'homme et que par la nature des choses, la force des choses, le mari est parti suite à une situation mortelle, et il est décédé. Là, la femme se dit, je ne vais plus jamais me permettre d'avoir un autre homme. Ça, c'est le cas extrême. C'est le cas extrême, vous voyez. Il y a aussi des situations où la femme décide de quitter le foyer pour sauver sa vie. Donc, il y a beaucoup de situations qui font que, éventuellement, les femmes décident de rester comme ça et de vivre leur vie de célibat avec leurs enfants. Et elles se disent en elles, je préfère vivre comme ceci pour être avec mes enfants que de se retrouver dans l'autre couvent qui est invisible quand finalement mes enfants aussi seront orphelins de mère, vous voyez. Donc il y a beaucoup de ces situations qui viennent, mais il y a aussi des cas, et quand on analyse et qu'on observe, on se pose la question, éventuellement, est-ce que cette femme qui aujourd'hui est célibataire avec enfant, est-ce qu'il n'y a pas un problème d'éducation? Est-ce qu'il n'y a pas un problème de comportement? Est-ce qu'il n'y a pas un problème de vie sociale? L'homme devient méfiant. L'homme devient méfiant. Et puis, il y a certaines femmes qui décident de façon délibérée à vivre de façon autonome et ne souhaitent jamais vivre avec un homme. Il y a des femmes comme ça. Et leur décision est de rester comme ça.
pourvu que j'ai 2 enfants, 3 enfants, on me dise mais c'est tout. D'accord. Il y a beaucoup de faits. D'accord. Merci Simplice Dossou. Leslie Messila, Simplice Dossou a énuméré plusieurs cas, plusieurs faits. On sait aussi que pour qu'il y ait une mère célibataire, c'est que forcément il y a eu un père. N'est-ce pas? Parce que la femme ne conçoit pas toute seule l'enfant, n'est-ce pas? Mais pourquoi généralement on remarque que les hommes ne s'intéressent pas trop ou n'aiment pas aller dans une relation, s'engager dans une relation assez sérieuse avec une mère célibataire avec enfant? Oui, merci Madame Rebecca. Déjà, il faudrait, comme il a dit tout à l'heure précédemment, ça dépend de l'éducation. Et aujourd'hui, on est dans un monde qui est assez triste, c'est dommage, c'est comme ça, mais être mère célibataire, ça part déjà de beaucoup de déceptions et il y a beaucoup d'hommes qui ont peur d'assumer la responsabilité d'un enfant, que ce soit financièrement, que ce soit l'éducation, et l'homme se voit tout de suite dans un engrenage de « Ah, si je sors avec cette dame-là, voilà ce qui m'attend ». Donc c'est beaucoup par peur, je vais dire par faiblesse, excusez-moi du terme, par médiocrité, pour ceux-là qui sont très faibles et voilà, qui se retraitent, qui ne veulent pas d'engagement. Et tenez-vous bien tranquille que ce sont des gens qui fuient généralement face à des situations, même dans leur propre vie, qui n'acceptent pas que voilà, la telle dame, elle a un enfant. Et voilà, donc c'est un peu ça au fait. D'accord. Madame Moussoukoula, j'ai envie de vous poser la même question. Pourquoi, à votre avis, les hommes aujourd'hui sont réticents par rapport au fait de s'engager avec une femme qui est mère célibataire, avec enfant, justement? Aujourd'hui, il y a la peur. Les hommes, la majorité ont peur de s'engager. Ils se disent, bon, ce n'est pas encore mon propre enfant et je viens la prendre avec son enfant. Et la majorité de ces hommes n'ont pas envie de s'engager dans ça. Automatiquement, ils commencent à avoir des problèmes, ce qui peut arriver, ou d'autres se disent, et si le père de cet enfant revenait, il sera toujours dans cette relation. Donc, il y a ce facteur-là qui fait à ce que l'homme refuse vraiment de s'engager avec une mère célibataire. Mais si on voit au fond, si tu aimes réellement une femme, si tu l'aimes, tu dois la prendre telle qu'elle est et accepter de vivre ton amour avec elle, puisque l'amour c'est donné, c'est fait des sacrifices. Donc on peut y arriver si on veut. D'accord, on peut y arriver si on veut. Monsieur Ali Ronou, vous êtes psychologue. C'est vrai, les hommes en général, en tout cas pour la plupart, n'aiment pas s'engager pour plusieurs raisons. Mais il y a aussi que la société catégorise ces types de femmes-là qui sont mères célibataires. Et la question est d'autant plus d'actualité et plus intéressante parce que, vous voyez, il y a l'opinion publique qui marginalise ou renforce le facteur de discrimination vis-à-vis d'un sexe ou de l'autre selon la situation. Parce que, pour avoir étudié un peu la question, les mères célibataires, aujourd'hui, il y en a autant que les pères. Seulement que la question des mères est beaucoup plus évoquée, plus que pour les pères. La société tolère ou donne raison à un monsieur qui élève seul ses enfants, que ce soit par les mêmes raisons, décès ou que la femme soit partie, etc. Mais la société condamne plus la femme qui élève seule ses enfants ou son enfant, que ce soit pour les mêmes raisons, que le père soit décédé ou que ce soit par déception et tout ça. On pense que c'est parce qu'elle n'a pas été bien, qu'elle n'a pas été bien dans son premier foyer. Et donc, il y a cette étiquette-là qui accompagne souvent les femmes et qui rend difficile, donc, je vais dire, leur rôle, leur place vis-à-vis. Mais en tant que psychologue, je dirais toujours, il est toujours bien que l'enfant soit éduqué par les deux parents. Je ne peux pas affirmer, comme vous, qu'il y a de la part des hommes plus de démission que de la part des femmes. Non. Mais il faut noter tout simplement que, de façon générale, il y a la perte des valeurs familiales aujourd'hui qu'on note. Il y a vraiment la perte de ce qu'on appelle la valeur familiale. Et rentrer dans une relation avec une personne, souvent, c'est qu'on confond l'amour qu'on a pour la personne et aussi le contrat relationnel qu'on aura à établir à partir de cet amour. Parce que j'aime une femme,
il faudrait qu'elle arrive à me faire comprendre tout ce qu'elle a comme engagement. Et moi, je vois dans quelle mesure je prends ces engagements avec elle. Parce que si on reste dans l'illusion que mon nouveau mari va prendre la place du père de mes enfants, c'est totalement illusoire. D'accord. Et je pense que c'est l'erreur souvent qu'on commet. D'accord. Il ne viendra pas remplacer le père de tes enfants. Il ne faut jamais lui faire penser qu'il va devenir le père de ses enfants. Donc, il faut commencer par mettre au-dessus de soi la relation que vous liez vous deux. Et maintenant, dans ce contrat relationnel, vous présentez les charges qui sont là, les engagements des uns et des autres. Et justement, pour en venir à la notion de famille recomposée, Monsieur Ali Ronou, vous êtes psychologue, mais pas que. Vous avez commencé par le dire, vous avez travaillé sur les familles recomposées pour votre mémoire de master. Déjà, quel est l'état des lieux au Bénin sur la question après vos investigations? Malheureusement, on note que pour la thématique, il y a au moins 70 à 80% de femmes qui sont plus dans le besoin d'une famille recomposée. Et plus aujourd'hui, c'est-à-dire quand on regarde, et puis on regarde aussi, on voit il y a de plus en plus de familles recomposées dans notre société aujourd'hui. La famille recomposée, qui devrait être le dernier recours, est en train de prendre la place de la famille nucléaire. Parce que de plus en plus de familles se créent et se font et se défont rapidement, vraiment très rapidement. Il y a mariage aujourd'hui, 2 jours, 1 mois, 1 an après, il y a divorce. Et on n'a pas encore pris le temps de faire le deuil du divorce, qu'on rentre dans une nouvelle relation. Et il faut dire tout simplement que les familles recomposées, il y en a de plusieurs types. D'accord. Et je me permets rapidement de dire, il y a les familles recomposées simples, qu'on peut mettre dans la catégorie de célibataires qui ont connu des aventures malheureuses et qui se sont dans leur plus jeune âge, qui ont voulu se mettre, mais qui ont vraiment connu des situations, j'ai envie de dire, de couple, qui ont vécu dans une réelle situation de couple, pas de copinage. C'est ceux qui... Et il y a peut-être toujours dans cette famille recomposée simple, l'un d'eux n'a pas d'enfant. Et il a été célibataire, déçu. L'autre a été dans un couple, mais déçu et avec un enfant. 1 ou 2 enfants. Les deux se mettent ensemble. C'est toujours famille recomposée simple. Mais il y a des familles recomposées modérées où l'un d'eux a un enfant et ensemble, ils ont fait un enfant ensemble. Et là, c'est pas encore assez compliqué. Ou bien, chacun a un enfant et ils sont ensemble. Ils se remettent ensemble. Maintenant, le plus compliqué qu'on dit, c'est les familles recomposées, 3, 4 enfants de chacun a un enfant, ils se mettent ensemble, ils font un enfant encore. Et là, ce qui devient difficile, souvent pour les familles recomposées, c'est pas la relation entre les 2 parents, mais c'est la gestion des enfants. S'il y a un enfant dans la famille, c'est la gestion de l'enfant souvent qui est la plaie de la famille recomposée. Parce qu'on ne s'entend jamais autour de cette gestion-là. D'accord. Alors, après cet état des lieux, une question à chacun à présent qui va argumenter, bien sûr, selon son choix. Famille recomposée, avantage ou danger pour le foyer? Simplice Tossou, avantage ou danger pour le foyer? Vous argumentez. Merci beaucoup. Et dit de façon directe et radicale qu'il y a des avantages ou il y a des dangers dans une famille recomposée, je pense que ça ressort d'une intuition impérative, vous voyez. Donc, je serai de façon mitigée parce que ça dépend de la situation dans laquelle chaque personne est, vous voyez. Il y a des situations, quand on entend, quand on vit, sincèrement, on ne souhaite jamais revivre ça. Et il y a aussi des faits sociaux, quand tu entends et quand tu observes, c'est que si tu es humain et qu'on a le sang réellement dans le corps qui coule dans les veines, on n'arrive toujours pas à se séparer de ces faits sans trouver solution à ça. Il y a beaucoup de situations qui se passent. Et lorsque tu es homme et quand tu vois une femme qui est dans une situation terrible et que éventuellement tu as de l'amour pour elle et que tu penses réellement relever un défi pour essuyer ses larmes, quel que soit l'effet, mais quels que soient les enfants que cette dernière aura, tu auras ta mission accomplie. Vous voyez. Donc, ça dépend des situations. Mais dire qu'il y a des avantages et du danger de façon radicale, je crois que ce n'est pas trop bien. Allez-y avec les avantages et avantages, par exemple.
et chacun est né avec une étoile. Chacun est né avec une tête. Tu peux par exemple quitter une situation douloureuse du foyer et rencontrer une femme ou bien un homme, et à travers ce dernier, ta vie va commencer par avoir une autre couleur de façon positive. Vous voyez, ça c'est des avantages. Tu peux quitter cette situation X et aller dans une situation Y où tout va changer de façon positive. Et tu vas dire, mais il y avait telle vie, il y avait tel paradis terrestre, et que j'étais dans l'enfer, et on fait une analyse, on fait une comparaison. Vous voyez, ça c'est des avantages. Autre avantage encore est que, par exemple, la femme, elle était sous le toit d'un homme, et elle n'a jamais eu l'opportunité, la grâce d'avoir d'enfants. Et quand elle a divorcé, elle rencontre un autre homme, et déjà, elle a 2, 3 enfants. Les avantages. De la même manière pour l'homme aussi, il peut rencontrer une femme, et qu'à travers cette femme, sa vie va changer de façon radicale, de façon positive. Il y a des avantages. Mais les inconvénients, c'est surtout les dangers, je vais dire, c'est surtout la gestion des enfants au niveau de la famille recomposée. Déjà, quand on prend un couple où il y a la polygamie qui est dans ce couple ou bien qui règne dans ce couple, imaginez déjà la gestion des enfants, les enfants consanguins, la gestion qui se fait, et qu'en sera-t-il maintenant pour une famille recomposée? C'est très compliqué. Et si bien que s'il n'y a pas une maturité, s'il n'y a pas une croissance spirituelle des géniteurs qui sont recomposés en réalité, il y a problème. Donc les dangers sont liés vraiment à la gestion des enfants de la famille recomposée. Et aussi, comment on appelle, à la gestion de l'héritage, tout ça là aussi, c'est des branches de la gestion des enfants. Voyez, les dangers sont là et aussi les avantages sont là. Mais dire que de façon radicale, il y a avantages et dangers, et d'être sur un point, ce n'est pas trop bien, selon moi. Vous êtes pour ou contre une famille recomposée? Je suis toujours mitigé par rapport à ça. D'accord. Leslie Messila, même question. Famille recomposée, avantages, dangers. Oui, merci Rebecca. Déjà, les avantages, je dirais que ça va de soi. Parce qu'il faut... Je vais rebondir un peu sur la question. Il a parlé d'éducation des enfants entre une famille recomposée. Vous savez, il faut déjà assumer ce qu'on est. Comme je dis toujours, j'ai l'habitude de dire que si vous voulez guérir, même avec un psychologue, un psychanalyste, si vous n'acceptez pas que vous êtes malade, vous ne pouvez pas guérir. Alors, les avantages, je vais aller directement, les avantages dans une famille recomposée, comme Monsieur Simplice Dossou l'a dit tout à l'heure, vous pouvez tomber sur une personne qui a bon caractère, bonne éducation, parce que tout dépend du comportement. Alors, si vous tombez sur ce monsieur-là et que vous êtes une femme, ouais, pourquoi pas? Les choses peuvent bien se passer. Et voilà, il faut déjà qu'il y ait une confiance entre les deux. Maintenant, les désavantages. Attention, parce que les familles recomposées sont bien, mais elles ont aussi leur côté négatif, parce que si vous tombez sur un manipulateur narcissique, vous ne saurez pas à quel moment c'est en train de se passer. C'est ça le danger, au fait. D'accord. Parce que en même temps, vous allez tomber sur cette personne. Quand je parle de manipulation, ce sont ces gens-là qui sont tout le temps en face de vous. Vous ne savez pas ce qui se passe. Et c'est là où se crée le danger, où deux fois vous perdez carrément pied, hein, parce que vous êtes dans une soucoupe que vous ne contrôlez pas, ou que vous n'avez pas la force de contrôler. Quand je parle, je pèse bien mes mots. Quand je dis ici un manipulateur narcissique, ce sont des gens très dangereux qui frappent. Oui, qui frappent, ouais, qui frappent quand vous ne vous attendez pas. Donc, pour moi, je dirais que ça a beaucoup d'avantages aussi si vous tombez sur quelqu'un qui va vous rendre une vie merveilleuse, vous épanouir, et qui va surtout aller chercher la beauté intérieure pour le ramener à la surface que vous êtes. Mais en dernier, je pourrais dire en dernier, les désavantages, c'est voilà, c'est de faire attention de ne pas tomber sur la mauvaise personne. Voilà, que ce n'est écrit nulle part. Oui, tout à fait. Mais en même temps, Rebecca, vous pouvez le ressentir. D'accord. C'est comme vous êtes une bonne personne. Oh bon, vous en savez quoi? Oui, merci en tout cas. C'est des choses qui se ressentent. Alors, Mirabel Moussoukoula, on l'a entendu, Monsieur Ali Romou a commencé par le dire, les enfants, l'éducation des enfants, les autres collègues également, en tout cas amis sur le plateau l'ont dit. Finalement, dans le couple, dans le foyer recomposé, qui doit gérer l'éducation des enfants pour qu'il n'y ait pas de problème final? Nous savons tous qu'en Afrique, l'éducation souvent est reposée sur les femmes. C'est les femmes qui éduquent. Et dans une famille recomposée, on demandera à cette dernière d'avoir beaucoup de sagesse. Parce que c'est l'enfant de l'autre aussi, ton enfant. Et la société aussi n'aide pas trop. Même s'il y a une bonne ambiance dans ce foyer, vous voyez l'enfant du monsieur, on lui met dans la tête peut-être la famille du monsieur ou des gens au dehors pour dire, ceux qui sont là,
c'est la femme de ton père, l'enfant là n'est pas ton frère. Donc dès le bas âge, cet enfant commence à grandir avec un poison comme ça dans la tête, celui-là n'est pas ton frère. Donc dès le bas âge, il commence à prendre position et ça c'est ce qui commence à créer d'abord des problèmes. Mais si on arrive à fermer cette porte-là et gérer le foyer avec le père et la mère, ensemble, ils pourront donner une bonne éducation et ça sera avantageux pour eux. Maintenant, si on laisse trop des enfants qui sortent des petites phrases comme ça, qui frustrent, et qu'on n'arrive pas à les arrêter, c'est avec ça les enfants grandissent. C'est pas quand ils grandissent qu'ils développent des choses. Non, ça a commencé depuis le bas âge. Et qui est en charge normalement de cette éducation, du fait que l'enfant commence pas à avoir de tels comportements? C'est la mère? Je dirais le père. Dans ce cas, le père va intervenir. D'accord. Parce que la mère va parler, puisque c'est pas sa mère. Il va prendre avec des pincettes. Mais quand le papa, le géniteur, son père même viendra pour dire non, écoute, voici la vision qu'on a de la famille, voici, on le rassure. Je crois que si le père intervient, ce foyer pourra aller de l'avant. Que pensez-vous alors de ces familles recomposées où la mère punit l'enfant qui n'est pas son enfant et que le père rentre et devant l'enfant même commence par gronder la mère pour dire non, on ne tape pas mon enfant, on ne touche pas mon enfant. Que pensez-vous de ces... Je pense que ce père ne rend pas service à son enfant parce que quand il y a une personne, et ce n'est pas forcément la femme, l'enfant peut faire une bêtise et quelqu'un du dehors plus âgé peut le corriger. On ne touche pas son enfant. S'il garde l'enfant comme ça, l'enfant n'aura pas d'éducation et cet enfant sera un poison pour la société demain. L'enfant a besoin d'éducation. Et ce n'est pas X ou Y, mais pour une personne aînée, quand on voit un petit enfant qui fait une bêtise, on doit le reprendre. Et ça, c'est très important. D'accord. Monsieur Ali Ronou, en votre qualité de psychologue, finalement, qu'est-ce qu'il faut faire? Quelle atmosphère il faut instaurer au sein d'une famille recomposée pour que l'enfant se sente bien et qu'il y ait réellement l'harmonie voulue? Très belle question, parce que tout se repose là. D'abord, une atmosphère conviviale, vraiment. Il faudrait, en toute chose, dans la famille recomposée, c'est la confiance. Et je dirais, pour enchaîner sur ce que Mme Mirabel disait tout à l'heure, la responsabilité de l'éducation revient dans la famille recomposée, bien sûr, aux parents biologiques qui est dans la famille. Si je suis rentré dans une famille biologique, dans une famille recomposée avec ma fille, l'éducation, là, c'est moi qui porte l'éducation de ma fille. Et ma compagne ou ma conjointe m'accompagne dessus. Si elle vient avec son fils, c'est elle qui porte l'éducation de son fils et moi, je l'accompagne dessus. Parce que vous savez, les enfants de la famille recomposée, quel que soit leur âge, ils savent que vous n'êtes pas leurs parents. Et malheureusement, ils n'ont pas besoin du dehors pour vous faire des caprices. Parce que l'enfant restera dans une logique. Comme quoi, son imaginaire magique, quand les parents sont séparés, si vous avez la chance que le père est décédé ou que la mère est décédée avant que vous ne rentrez dans cette famille, je dis la chance, c'est que l'enfant va vous voir comme le remplaçant de ce père qui n'est plus là. Mais quand vous avez la malchance que le père ou la mère convivante est quelque part, et doublement malchance que son père ou sa mère ne s'est pas remarié encore, ou n'a pas une meilleure solution, et c'est vous qui êtes venu maintenant à la place de son père ou de sa mère, dans le foyer de sa mère ou de son père, il va vous combattre jusqu'à la fin, quel que soit ce que vous ferez, parce que lui, l'enfant, dans son imaginaire magique, il voudrait toujours la réconciliation de ses deux parents. Il ne veut pas savoir ce qui vous a séparés. Il veut que ses deux parents, quelle que soit la raison, se retrouvent pour son éducation, quel que soit son âge. Et ça va être jusqu'à son âge adulte. Donc, il n'a pas besoin que le dehors, on allume le feu. Le feu est déjà actif et bien dedans. Donc, maintenant, malheureusement, quand le dehors va venir ajouter un peu, ça va faire davantage. D'accord. Mais votre pouvoir éducationnel vous est donné par votre conjoint. C'est le conjoint ou la conjointe qui fait dire à l'enfant, par son comportement, par ses réactions, que c'est pas ton père biologique, mais c'est lui qui joue le rôle de ton père. Et l'autre danger ici, dans les familles recomposées, surtout, c'est quand l'un des deux parents vivants dehors
vient intervenir directement dans l'éducation. C'est la question que j'allais poser. Malheureusement, on n'a plus le temps d'en discuter. Comme je le disais à l'entame, on va y revenir la semaine prochaine. Ma question aurait été, qu'en est-il alors de ces parents-là qui restent en contact avec ces enfants, qui sont dans des familles recomposées maintenant et tout le temps en train de les titiller, leur parler de ce que le nouveau papa ou de ce que la nouvelle maman du tout le temps. Bon, bref, on va en revenir. Famille recomposée, avantages ou dangers pour le foyer, c'était bien sûr la thématique du jour. Merci à chacun et à tous pour vos avis. Ce moment de partage d'idées. Bon retour à vous, chers amis. Et c'est ainsi que se referme ce numéro de votre émission Le Rendez-vous de midi. Prochain rendez-vous demain à 12h. Merci pour votre fidélité. Alors, bye bye, à demain.